Le deuxième intervenant, le professeur Paul Elvin Wachon, qui nous entretiendra sur l'ouvrage Macron l'Africain, le discours de Ouagadougou face aux complexités africaines. Vous avez la parole. Monsieur le chef du département, chers amis dans le magistère académique, mesdames et messieurs les enseignants, chers collègues, chers invités, mesdames et messieurs les étudiants, stagiaires, mesdames et messieurs. Lorsque le collègue Samuel Manéwolo a souhaité entendre mon avis sur cet ouvrage qui est intitulé Discours Macron l'Africain, discours de Ouagadougou face aux complexités africaines, je me suis empressé d'accepter. Je me suis empressé d'accepter pour le moins de deux raisons. D'abord, parce que l'université est une nouvelle possibilité. Et elle doit ne jamais cesser de l'être. Nous devons donc savoir, malgré les combats, rendre hommage aux collègues, aux amis, pendant qu'ils sont vivants. La deuxième raison, c'est qu'elle tient au contenu de l'ouvrage. C'est une analyse du discours d'un chef d'État en fonction, chef d'État français en l'occurrence, en Afrique et sur l'Afrique, qui nous dit quelque chose de la politique française, la politique africaine de la France. Cette politique française, africaine de la France, est tout entière empreinte de tous les fantasmes, maculée par moult d'incompréhension, caricaturée par tant d'aphasie, de la doxa, et querellée par tous les néo-panafricanistes et autres promoteurs des études du colonial. Le contenu de cet ouvrage est donc un heureux prétexte pour nous, collègues, de dire avec les mots de la science dans le sillage du professeur Oyo, ce que M. Tout-le-Monde et les politologues du dimanche abonnés au talk show à 7,10 en se trompant avec fracas de notre foi. Le livre dont j'ai la responsabilité de présenter la note de lecture est intitulé Macron l'Africain, le discours de Ouagadougou face aux complexités africaines. Il est paru en 2020 aux éditions Piroko à Yaoundé. Il compte un total de 164 pages, un index alphabétique, 9 pages de bibliographie, 132 bas de page et un annexe in extenso, le discours et texte. L'ouvrage est dramatisé en 3 chapitres et il a été écrit dans un style élégant et simple qui encourage à la lecture fluide. Appelé à en livrer une note de lecture ce 7 mai 2021, c'est-à-dire 2 semaines exactement après les obsèques du maréchal du Tchad, qui ont vu la présence effective du président Macron en Djamena, je reçois cette occurrence en chevêtrie des faits comme un peu de ministère. Mon propos sera donc un peu de temps, chers collègues. Il va dans un premier temps vous dire avec mes mots ce que l'auteur pense au discours de Ouagadougou. Je vais ensuite relever quelques points de discussion et de débat, des angles morts, des silences et autres remarques qui peuvent justifier les échanges avec l'auteur. D'abord, ce que nous dit l'auteur. Je ne saurais parler de l'horloge si je ne dis un mot sur l'horloge, l'architecte de cette œuvre. J'ai peur que le plus de ce fils de maçon de son niveau n'échappe à l'intelligence de quelques auditeurs ici. Permettez-moi donc, mesdames et messieurs, chers collègues, de blesser un peu la discrétion de ce collègue qui n'aime pas beaucoup l'agitation des querelles des Antilles et le tohu-bohu des Antilles politiques. En un mot, c'est un aristocrate à limite qui se plaît et complaît dans la simplicité de la discrétion. Samuel Emmanuel Wanyou encore, Ngodi, Issou, Ngwaye, ainsi qu'on se présente. Est un universitaire constitué, docteur en sciences politiques de l'Université Paris-Saint, ce disciple de Marcel Vert, frère mineur de Ben Kodjo, son mentor, a longtemps servi dans les milieux de la recherche en France avant de rejoindre le Cameroun, son pays natal, et de servir dans la haute administration pendant des décennies. Chargé de mission à la présidence de la République pendant près d'une vingtaine d'années, il a également été secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique et secrétaire général du Conseil économique et social. Cette longue carrière administrative l'a privé du temps nécessaire
pour déchaîner son esprit prolifique au plan de l'analyse des relations internationales. Mais aussitôt qu'il en a été libéré, il a produit du coup ces 3 ouvrages dont la présentation nous réunit ce soir. Nous sommes presque heureux que l'administration nous ait rendu cet esprit incisif pour découvrir une plume dont les périphéties et les multiples occupations administratives nous avaient séduits. Féru de la recherche, il a animé au cours de la décennie 90 en qualité de rédacteur en chef la revue Afrique 2000 aux côtés de ses maîtres. Maintenant, un mot sur l'œuvre. Le livre du professeur Samuel Emmanuel Brognon, dont je suis en train de lecture, est une analyse du discours. Il est la forme éditée d'une conférence délivrée ici même à Marguerite dans cette même salle le 15 décembre 2017, dans la foulée, vous compris, du discours de Ouagadougou prononcé le 29 novembre 2017. Il s'agit donc de sa lecture de ce discours qui nous livre dans 3 chapitres successifs, agencés autour de 3 déclarations. Ce discours est innovateur. S'agit-il d'un discours fondateur, d'un discours décomplexé? L'affirmation de la page 112, contenue dans la conclusion de l'ouvrage, répond à ce triple questionnement. En effet, l'auteur reprend 2 sagesses tout autant. D'abord, la fameuse formule du feu président Omar Bongo, qui disait, je cite, « L'Afrique sans la France, c'est une voiture sans chauffeur. La France sans l'Afrique, c'est une voiture sans carburant. » Ensuite, la pensée de François Mitterrand qui disait à Biarritz en 1994, je cite là encore, « Sans l'Afrique, la France n'aura pas d'histoire au XXIe siècle. » Fin de citation. La pensée de l'auteur est donc articulée autour de l'idée que le discours de Ouagadougou rend raison d'une logique de continuité lovée dans un discours dit de futur. Mais s'il en est ainsi, c'est parce que, comme le rappelle l'auteur, citant Thierry Saucé à la page 82, le style, c'est l'homme. Le style Macron semble empreint de volonté de tout changer. On l'a vu encore en France avec la dynamique En Marche, qui a voulu rompre avec la logique binaire de la scène politique française pour brouiller la lisière entre la droite et la gauche. Et les événements récents en France, justement, autour de la candidature de l'Union, semblent donner raison à cette logique. Ce livre est donc, vous l'aurez compris, une analyse du discours, une méthodologie bien connue en sciences sociales, qui consiste pour un auteur à faire d'un ou de plusieurs discours son matériau de recherche afin de rendre raison de la pensée des auditeurs. En effet, malgré le risque de ce que Bayard appelle l'imputation de rationalité, un discours n'est jamais neutre et son prononcé n'est jamais perçu et apprécié de la même manière inter omnes et nivalit. Cette perspective développée par l'école de Cambridge autour du campus Skinner, John Pocock, Paul Petit, a mis en évidence les conditions de production du discours comme des éléments déterminants de la saisie de ses sens. Je ne suis donc malheureusement que l'interprète, mais comme disent autant pour moi les Italiens, traditore, traditore, et traducteur et traître. C'est pourquoi il est possible que des mésententes, que des inadéquations subsistent. Je ne suis donc malheureusement parlant ici que l'interprète d'un traducteur, ce qui ajoute au risque de trahison. Je voudrais pour cela prier aussi bien l'auteur auditoire de m'accorder d'entendre absurde pour cette faute. Le professeur Wanyou s'est alors fait traducteur des silences, des convolutions, des ruses et des tournures de figures de style. En bref, le décodeur de ce que le président Macron ne nous a pas dit à Ouaga. Des conditions de ce discours qui le pousse à douter de son originalité dans un contexte fait d'effets d'annonce, de renoncement, d'envoler l'élite d'amour et de préférence réaliste au fil de cinéma. L'auteur est donc un observateur lucide des relations Afrique-France et ne se laisse bien trompé par le ton de la rhétorique de ce discours. Son contexte en justifie le ton excessif. C'est pourquoi il dit aux pages 65 à 66, et je le cite, « Mais la place de la France dans le monde et sur les migrations en cours en Afrique, il faut souligner que sa jeunesse, son parcours académique, ses réseaux, son courage politique, sa campagne victorieuse, ses premiers pas de président, les premiers bouleversements qu'il produit en France dans sa volonté de passer de l'ancien au nouveau monde, le crédit d'un a priori favorable à son arrivée en Afrique. » Fin de citation. Mais le discours a des fonctions dont l'une des plus évidentes est de parler pour bien s'assurer que rien ne change. Peut-on alléguer que le président Macron était dans cette démarche du changement pour que rien ne change, bien décrit en son temps par Thomas Lampedusa dans le départ? Rien n'est moins sûr.
Toutefois, quelques contradictions relevées par l'auteur y indiquent. À la page 69, par exemple, il rappelle fort opportunément que dans ce discours, le président Macron a dit « Je ne suis pas venu, jeunes d'Afrique, vous donner des leçons. Je ne suis pas venu vous faire la morale. » Si cette affirmation vise à prendre des distances avec le style enthousiasmé, et peut-être condescendant de son illustre prédécesseur installé à Dakar en 2009, ce discours est tout entier traversé par des leçons et des sentences sur ce qui doit être, sur ce qui doit faire, sur ce que doit faire l'Africain, notamment en ce qui concerne la natalité. Juste un exemple. Cependant, un croisement du style et de la personnalité du président Macron laisse à penser plutôt que les bonnes intentions contenues dans ce discours qui voulait ont été rapidement rattrapées par la guerre. De ce point de vue, le gouvernement de l'examen là encore très intéressant. Les autres questions a donc une grande mérite d'avoir compris avant le temps, et immédiatement après le prononcer, que la déclaration de l'empreinte de la politique africaine de la France, qui sont venus, était un jeu qui s'interroge dans la page actuelle. Ne va-t-il pas se dire, comme son prédécesseur, en s'adaptant aux réalités, en rectifiant ce qui s'opposait de faire en et avec la paix? Et à la page 20, il suit, qui pose d'ailleurs une question qui résume tout. Comment un discours, je cite l'auteur, aussi fondateur et volontariste qu'il soit, peut-il changer la politique africaine de la France et d'un coup de baguette magique, la transformer en diplomatie de la France en Afrique? Fin de citation. On comprend dès lors que l'auteur, qui est par ailleurs l'un des spécialistes les plus incisifs des relations France-Afrique au Cameroun, a usé d'un prétexte pour dire dans un langage scientifique que malgré l'enthousiasme de ce discours dit fondateur, au regard de son ton, mais qui en réalité voulait prendre compte du discours du président Sarkozy 2009, rien ne changera fondamentalement s'agissant des intérêts vitaux de la France en Afrique noire francophone. La forme peut-être, mais pas le fond. C'est pourquoi l'on ne peut que souligner avec emphase la vista de l'auteur, qui a su convoquer la grille d'analyse constructiviste qui lui a permis de déceler derrière ce discours une technique de construction d'un sens de communauté, une sorte de we feeling que le président Macron a voulu instiller au sein de la jeunesse africaine, majoritairement, la population africaine majoritairement jeune. Il dira d'ailleurs aux jeunes Awaka, comme vous, je fais partie d'une génération qui n'a pas connu la colonisation. Le grand mérite de cet ouvrage est donc d'avoir compris que loin d'être naïf, le président Macron, par ce discours, a voulu reconfigurer les canons de la poursuite des intérêts de la France dans une Afrique différente, jeune, franco-pessimiste, tournée vers d'autres ailleurs et abritant un sentiment anti-français très accentué. Naturellement, il aboutit à la conclusion que ce discours est novateur dans le temps, mais il n'augure pas une nouvelle ère. Il est fondateur, mais d'un ordre nouveau, dans lequel les intérêts sont redéfinis dans le cadre d'une diplomatie publique plus agressive envers la jeunesse et la société civile africaine. Ce discours est décomplexé dans la forme, mais complexe à décoder pour ceux qui attendent encore que la main tombe dans le texte. À la page 43, l'auteur affirme, je le cite encore, ainsi tous les éléments d'analyse fournis permettent de dire, sans risque de se tromper, que le discours de Ouagadougou est novateur, du moins dans la forme. Toutefois, la forme ne parvient pas à masquer les accents du déjà entendu, dans un contexte où l'Afrique est à l'affût des propositions concrètes et où le monde ouvert à la globalisation permet désormais d'évaluer les écarts entre le dire et le faire. Fin de citation. Il ne reste plus alors que quelques mots sur des points de débat et discussion potentiels. Alors, quelques éléments de discussion pour finir, monsieur. Je ne dirais pas discussion, je dirais échange. Dans la pratique de livres de lecture, il y a toujours une dernière partie consacrée aux critiques. Je ne parlerai pas de critiques. Donc, sur ce que l'auteur a dit et qui semble porteur d'achèvement. Peut-être parce que le temps n'a pas suffi. L'intérêt était peut-être ailleurs, ou alors l'auteur était tout entier tendu vers l'ouvrage de contenu. Cet ouvrage est un point de vue d'un auteur, c'est-à-dire, dans le discours de Diogène, une vue à partir d'un point positiviste, qui recommande d'analyser les faits déjà finis. Or, la politique africaine macronienne est en cours de mise à œuvre dans un style qui pourrait être différent, dégager d'autres politiques.
Cela peut arriver dès 2022 prochain. Les faits feraient alors un pied de nez aux chercheurs. Deuxième élément de discussion, le titre de l'ouvrage. Macron l'Africain ne saurait être autre chose qu'une ironie, je suppose. En effet, l'article de François de Labarre, paru dans Paris Match numéro 35-77 du 7 au 13 décembre 2017, était intitulé Macron l'Africain, son message à la jeunesse, son pari pour l'avenir. Vous l'avez d'ailleurs cité dans votre ouvrage. Nul besoin de gloser donc outre mesure sur les relents ironiques d'un tel titre, qui montre l'optimisme excessif du discours considéré. Mais comme l'auteur Emmanuel Monou ne s'étend pas largement sur cette tendance ironique, à la page 16 et ses contours théorico-philosophiques, cette phraséologie peut dérouter, voire laisser penser à un idéalisme naïf et démesuré, envisageant la politique internationale comme un jeu de coopération innocente. Il semble donc que cette expression en soi pourrait pu faire l'objet de tout un chapitre, tant elle résume à elle seule tout l'ouvrage. Troisième élément de discussion, et le dernier, monsieur. Alors, il a parti lié avec le sommet Afrique-France qui se tiendra le 9 et 10 juillet 2021 prochain en France. En perspective à sa tenue, le président Macron a chargé l'historien camerounais Achille Mbembe de réfléchir avec d'autres, notamment Alain Mabambou, Souleymane Bachir Ndiaye, aux recommandations innovantes pour une réinvention de la relation Afrique-France. Manifestement, le président Macron n'a pas abandonné son idée, à savoir la refondation de cette relation multidisciplinaire. L'auteur a perçu cette lame de fond, malgré le poids de la baronnie de la France-Afrique, lorsqu'il évoque le rapport de la commission Sarr et Savoie, composé autour de Félix Sarr et Bénédicte Savoie, à qui le président Macron a confié la mission de réfléchir à la restitution des œuvres d'art détenues en France dans les collections publiques et privées. Je cite là les éléments de la page 88. De la même manière, il n'oublie pas de mentionner la relation de la saison Africa 2020 confiée à Ngon Fall, avec comme parrain Angélique Kidjo et Bissou, page 90. À cette initiative, on peut ajouter le rapport Stoura sur la guerre d'Algérie, le rapport Vincent Duclerc sur le rôle de la France dans le génocide de Tutsi au Rwanda en 1994. Certes, ces mains tendues de la réconciliation peuvent laisser croire que le discours de Ouagadougou était sincère, tant il s'agit de signes de décrispation sur des sujets qui fâchent depuis des décennies. On voit bien la limite du traité de naturalité encore en train de se faire. Il est possible que les faits s'enchaînent et s'emballent pour dénoncer les institutions de l'auteur. Mais il est tout autant possible, et cela semble plus plausible, que cette concaténation des faits et des occurrences conforte les hypothèses de l'auteur. En effet, et ce que ne nous dit pas le discours de Ouagadougou, et que l'auteur a essayé de nous dire, c'est que le président Macron ne pouvait pas faire autrement que tenir un tel discours en raison des intérêts objectifs. Sans être exhaustif, quelques-uns sont liés à des calculs électoraux en 2022 avec le rôle de la population d'origine africaine, à la lutte contre le terrorisme et aujourd'hui l'islamo-gauchisme, et à la réinvention impérative de la relation Afrique-France dans un monde nouveau. Et bien faut la concurrence dans ce qui était bien encore son pays. Mais même ces éléments de discussion rendent parfaitement raison à l'auteur, à sa richesse, à l'heureuse intuition qu'il a eue. C'est cela qui fait l'originalité de cette œuvre. Je vous remercie.